Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie du cours de mécanique quantique. Ici, considérez que c'est une capsule de transition. Transition entre quoi et quoi? Entre la mécanique quantique non relativiste, dont nous avons vu les principaux fondements, et puis la mécanique quantique relativiste, qui va faire son entrée d'ici quelques capsules. Et j'ai besoin, pour faire la transition, de 2 capsules vidéo. Cette première capsule, et vous allez voir de quoi elle va traiter, et puis la suivante qui va parler de spin. Désolé, il faudra peut-être attendre un petit peu pour la capsule consacrée au spin. Parler de moi n'a aucun intérêt, mais malgré tout, je vous dis en 2 mots que je fais ces capsules en dehors de mon activité professionnelle. Au départ, c'était pour intéresser mes étudiants à certaines choses qu'ils ne voient pas à l'école, tout simplement. Finalement, vous m'avez fait le grand plaisir, et vraiment c'est un honneur, de vous abonner par dizaines. Vraiment, merci à vous. Simplement, prenez-le comme un outil qui n'est pas professionnel. Je ne suis pas une youtubeuse. Je suis un simple professeur dans une haute école. Et donc, il va falloir que je prenne sur mes pauvres heures de loisirs pour vous concocter les prochaines capsules. Mais en tout cas, un grand, grand merci pour votre soutien. Alors ici, vous savez que je suis en train de vous donner chaque fois quels sont les prérequis pour pouvoir suivre la capsule vidéo en question. Et ici, il n'y a pas trop de maths. De nouveau, c'est un parti pris ici que j'ai choisi. Je veux limiter les maths au maximum parce que souvent, ce sont elles qui empêchent de comprendre les concepts quand on n'a pas été formé pour, tout simplement. Malgré tout, il faudra savoir quand même ce qu'est une dérivée partielle et connaître un tout petit peu de la théorie des changements de variables. Voilà. C'est tout pour cette capsule-ci. Et de quoi va-t-elle parler, cette capsule? Eh bien, du théorème de Noether. Amy Noether, immense mathématicienne, souvent oubliée malheureusement parce qu'elle est née à une époque où place nette n'était pas faite pour les femmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle est connue pour pas mal de choses, malgré tout, pour ceux qui sont intéressés par ses travaux. Mais vraiment, ce qui la distingue à la fois chez les mathématiciens et les physiciens, c'est le théorème qui porte son nom. Théorème de Noether, donc, qui date de 1918. De quoi parle-t-il? Eh bien, en fait, il va unir 2 mondes. Le monde de la physique, à travers des lois de conservation de certaines quantités physiques, et le monde des maths, à travers des symétries de l'espace dans lequel on est en train de jouer. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez extraordinaire parce que non seulement ça entre en accord avec la physique et les maths qu'on connaissait à l'époque, mais ça n'a jamais été mis en défaut depuis. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que la physique quantique, elle commençait à naître à ce moment-là, mais l'équation de Schrödinger, elle n'était pas encore connue. Donc, on ne savait pas encore grand-chose finalement de la mécanique quantique à l'époque, 1918. Et malgré tout, ce qu'elle a mis au point, et qui n'était pas relatif a priori à la mécanique quantique, va s'avérer encore tout à fait correct au niveau de la physique quantique. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on vous a toujours dit que certaines quantités, certaines grandeurs physiques étaient conservées. Et on avait raison la plupart du temps. Et notamment, on insiste beaucoup sur la conservation de l'énergie. Oui, l'énergie, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et on l'a toujours dit, je pense que personne n'a crié quand j'ai tracé dans les capsules précédentes l'énergie totale sous la forme d'un segment horizontal, qui traduit quoi? Le fait que l'énergie totale est constante, personne n'a vraiment réagi. Et vous aviez raison de ne pas réagir à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui se passe? On vous a toujours dit, l'énergie, elle ne se détruit pas, elle ne se crée pas, elle se transforme juste. Donc nous avons une quantité constante d'énergie qui va se manifester sous différentes formes, mais en tout cas, la quantité totale de l'énergie dans l'univers, normalement, ne varie pas. Et c'est ainsi que certainement,
une des premières façons de voir cette conservation de l'énergie. J'imagine que vous l'avez vu. Voilà. Je fais ici tomber, allez, je le refais pour le plaisir, une balle du haut d'un toit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous avez deux types d'énergie ici mises en jeu. L'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Et au départ, votre balle, elle a un maximum d'énergie potentielle et une énergie cinétique qui est égale à 0. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est à une hauteur maximale. Et rappelez-vous la forme de l'énergie potentielle due à la gravité, mgh. Donc m, c'est la masse de votre corps qui est en train de tomber. G, c'est la fameuse accélération, 9,81 mètres par seconde au carré. Et puis h, c'est la hauteur à laquelle se situe la balle. Donc vous êtes à une hauteur maximale, votre énergie potentielle, elle est maximale. L'énergie cinétique, elle est nulle. Pourquoi? Parce que le bonhomme qui est en train de lâcher la balle, lâche la balle, ne la lance pas avec une vitesse initiale. Donc votre vitesse de départ, elle est égale à 0. Et puis ce qui va se passer, allez, on ne se lasse pas, ce qui va se passer au niveau du mouvement, la balle va tomber, son altitude h va diminuer, par contre, la vitesse va augmenter. Et c'est une espèce à nouveau de principe des vases communicants entre énergie potentielle et énergie cinétique. La somme des deux va donner l'énergie totale qui va toujours être constante, mais il va y avoir un transfert. L'énergie potentielle qui était maximale au départ va diminuer jusqu'à s'annuler tout simplement parce que la hauteur h va être égale à 0 quand la balle sera tombée par terre et l'énergie cinétique qui était nulle au départ va augmenter jusqu'à atteindre son maximum. Il y a donc un transfert. L'énergie potentielle se transforme au fur et à mesure que le mouvement s'opère en énergie cinétique. Mais la somme des deux reste constante. Et la plupart de nos instruments, de toutes nos machines qui vont produire de l'énergie, sont basés sur cette conservation de l'énergie. Je vous ai pris ici l'exemple d'une construction hydraulique ici, où vous voyez que bien sûr l'eau chute. C'est évidemment la même chose qu'au niveau de la boule là, qui est lancée par le petit bonhomme du haut de son toit. Ça veut dire qu'il y a un maximum d'énergie potentielle au départ qui va se transformer en énergie cinétique. Mais là, toute l'énergie n'est pas transformée et vous allez pouvoir récupérer une partie sous forme d'énergie électrique. Donc, c'est le principe évidemment de la centrale hydraulique. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tous nos moteurs, avec un rendement plus ou moins efficace, toutes nos machines à produire de l'énergie sont basées sur cette conservation. Oui, mais ce qu'on croyait effectivement être conservé ne l'est pas toujours. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en 1915 paraît le fameux article écrit par Einstein sur la relativité générale. 1915, donc 3 ans avant que Noether ne se penche sur son célèbre théorème. Et là, Einstein montre une chose, c'est qu'en relativité générale, il n'y a plus conservation de l'énergie. Comment comprendre ça? Très simplement par cette petite animation que je vais faire défiler ici. On sait que tout simplement, les galaxies vont s'éloigner de notre Terre. Elles vont toutes s'éloigner. Et regardez, qu'est-ce qui va se passer? Cet éloignement-là va se traduire par un étirement des longueurs d'onde. Donc, les ondes ici, les ondes électromagnétiques, vont tout simplement s'étirer. Alors, pour le comprendre, c'est très simple. Imaginez que vous ayez un ressort que vous tenez un ami et vous par un bout, chacun de votre côté, et puis vous vous éloignez l'un de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Le ressort va être étiré. C'est pareil ici pour les galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Et ça, cet éloignement donc avait été remarqué par un prêtre belge en première intention. Donc, on est après le théorème de Noether, alors, mais ça n'a fait que confirmer ce qu'Einstein nous disait. Donc, en 1927, on voit cet éloignement des galaxies
confirmé d'ailleurs par l'américain Edwin Hubble 2 ans plus tard, hein, même si c'est souvent à lui qu'on attribue ce redshift, comme on l'appelle en anglais. Alors, redshift, pourquoi? Ben, tout simplement parce que vos ondes électromagnétiques, elles ont différentes couleurs selon leur longueur d'onde. Je remets l'animation. Vous allez voir, donc au départ, la longueur d'onde la plus courte est bleue. Et puis, au fur et à mesure de l'éloignement, vous voyez que vous avez du mauve, là, et puis, voilà, du rouge. Donc, l'éloignement va faire en sorte que, puisque votre ressort, en quelque sorte, est étiré, eh bien, les longueurs d'onde sont plus grandes. Et longueur d'onde plus grande, ça veut dire tout simplement couleur rouge. Donc, on a tendance à observer ici ces longueurs d'onde typiques de la couleur rouge par l'éloignement des galaxies. Oui, ok. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'énergie? Eh bien, reprenons tout simplement ce que je vous avais dit lors de la deuxième capsule. L'énergie, équation de Max Planck, c'est la constante de Planck fois la fréquence. Ok. Mais nous savons également que cette fréquence est reliée à la longueur d'onde. Et je vous rappelle ici, c'est par rapport à la longueur d'onde de De Broglie qu'on avait rappelé ça. La vitesse de la lumière, n'est rien d'autre que le produit de la longueur d'onde par la fréquence. Ce qui signifie que la fréquence elle-même n'est rien d'autre que la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde. Vous remplacez ça dans l'équation de Max Planck et vous avez E est égal à hc sur lambda. Ce qui signifie que si lambda augmente, comme ça a l'air d'être le cas, puisque nous voyons disparaître le bleu pour avoir du rouge, si lambda augmente, eh bien forcément, algèbre élémentaire, E va diminuer. Il va donc y avoir perte d'énergie. Est-ce qu'elle se retrouve quelque part? Eh bien non. Les photons peuvent se demander « Où est mon énergie? Où est-elle » L'énergie n'est plus conservée. Donc c'est quelque chose qui avait été remarqué ça, théoriquement par Einstein en 1915, qui va être confirmé expérimentalement par Hubble notamment, hein, donc ce fameux redshift là qu'on observe, et on assiste alors à une énergie qui n'est plus conservée, il y a perte d'énergie. Les photons perdent leur énergie et ne la rattrapent jamais. Et cette énergie-là, on ne la retrouve pas nulle part. C'est une perte et c'est comme ça. Comment peut-on comprendre ça? En fait, la plupart du temps, tout ce que nous entreprenons, nous humains, fait en sorte qu'il y a conservation de l'énergie, hein, je vous rassure. Hein. Donc ça, je ne remets pas évidemment ces principes-là de la physique en cause. Mais dans des circonstances exceptionnelles, nous sommes quand même dans le cosmos ici, c'est l'univers, hein, donc on est loin de la taille humaine, de l'échelle humaine. Eh bien là, cette conservation de l'énergie, on assiste au fait que ça n'est plus vrai du tout. Et Einstein donne évidemment une explication, c'est dû au fait que l'espace-temps n'est pas immuable, il va changer, il va se déformer, à la fois l'espace et le temps. Et on a envie de mettre en résultat là-dessus. Et là, il y a des grands mathématiciens comme Hilbert qui font appel à cette jeune mathématicienne éminentaire et qui lui soumettent le problème « Comment peut-on expliquer que dans certaines circonstances, l'énergie soit conservée et dans d'autres circonstances, elle ne le soit pas? Qu'est-ce qui fait que certaines grandeurs physiques, certaines quantités physiques sont conservées, sont immuables, invariantes, dans certaines circonstances, et dans d'autres, pas du tout. » Et Émile se penche donc là-dessus. Mais avant ça, avant de vous donner son résultat, il va falloir que je vous dise en fait qu'elle va se consacrer à un certain type de symétrie. Je vous ai dit, hein, le théorème de Noether, c'était lier la conservation ou non d'une grandeur physique à une symétrie ou non d'un espace dans lequel cette grandeur physique joue. Et là, il va falloir que je fasse le distinguo entre ce qu'on appelle une symétrie continue et une symétrie discrète. Alors, je commence par la symétrie discrète. Tenez, voilà. Imaginez que je fasse tourner ce cube.
Alors, regardez bien ici le mouvement du cube. Hein, on peut l'arrêter quand vous voulez. Voilà, donc on va attendre ici, par exemple. Voilà. Donc là, nous voyons une face, clairement. On a vu la face. Alors, oubliez les couleurs. Hein, les couleurs sont juste faites pour qu'on visualise davantage. Mais nous avons un cube et nous voyons une face ici. Nous faisons tourner le cube. Vous voyez, je l'ai fait tourner ici d'une certaine amplitude d'angle. Et là, je ne suis pas face à une face de cube, c'est le cas de le dire, mais face à une arête, ici. Ce qui veut dire que l'objet a changé avant et après rotation. Par contre, si je laisse encore un petit peu tourner, voilà, on la voit, l'arête, et ce n'est qu'au bout de 90 degrés de rotation qu'on voit apparaître une face, l'arête, encore 90 degrés de rotation, la face, etc. Donc, en fait, à chaque étape de 90 degrés, vous allez retomber sur la même configuration du cube, mais pas entre les étapes 90 degrés. Donc, si vous faites une rotation de, je ne sais pas moi, 25 degrés, non, vous n'aurez pas la face en face de vous. Il faut vraiment aller par paliers de 90 degrés pour avoir la même configuration que celle de départ, avant rotation et après rotation. A contrario, quand vous avez ici une boule, alors regardez, c'est très rapide ici, elle peut tourner de n'importe quelle amplitude d'angle et elle vous montrera toujours la même face. Eh bien, c'est ce qui distingue une symétrie discrète d'une symétrie continue. Donc, une symétrie discrète, c'est quoi? C'est un mouvement que vous imprimez à un objet, donc ici une rotation, et vous retombez sur la même configuration de l'objet seulement au bout de certaines étapes. Donc ici, 90 degrés. Vous avez ça pour les cristaux de glace, hein, par exemple. Prenez une image de cristal de glace et vous voyez qu'avec ces 6 branches, c'est tous les 60 degrés que vous allez retomber sur la même configuration. Mais si vous faites des rotations de 20 degrés, de 37 degrés, de 68 degrés, que sais-je, eh bien, vous n'aurez pas la même configuration. Donc là, c'est tous les 60 degrés. Ça veut dire que c'est un mouvement brusque qui amène la même configuration que celle de départ. Et à contrario, ce sont des mouvements très lisses dans le cas de la symétrie continue. C'est-à-dire qu'avec votre boule, vous pouvez la tourner de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 3,5 degrés, 4,68 degrés, n'importe quoi, n'importe quelle amplitude va vous donner exactement la même configuration. Voilà, j'espère que c'est clair ici. Donc, mouvement brusque pour symétrie discrète, mouvement très lisse, très continu, c'est le cas de le dire, pour une symétrie continue. Et vous avez la même configuration après mouvement qu'avant mouvement. Le théorème de Noether va considérer des symétries continues exclusivement. Et on est parti maintenant pour vous montrer les lois de conservation des grandeurs physiques associées à des symétries continues qui sont connues. Alors, je ne vais pas démontrer le théorème de Noether. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il réclame une mécanique lagrangienne que je n'ai vraiment pas le temps d'envisager. Il n'y a pas d'intérêt non plus ici. C'est une démonstration assez simple et assez courte. Elle n'en demeure pas moins géniale. Et elle va mettre alors en évidence certaines symétries. Nous avons vu ici dans la slide précédente des symétries continues qui sont des rotations. Certaines symétries avec certaines grandeurs physiques qui vont être conservées, oui ou non. Et par ce théorème, Emmy Noether va expliquer pourquoi nous avions toujours cru jusqu'en 1915 que l'énergie était conservée et que finalement Einstein est venu avec son poil à gratter de relativité générale pour nous dire pas dans tous les cas. Emmy Noether va comprendre pourquoi et va nous le faire comprendre. On va d'abord parler de la grandeur physique et énergie. Le théorème de Noether peut être appliqué à n'importe quelle grandeur physique et n'importe quelle, je vais dire, transformation de l'espace. Mais généralement, on va se focaliser sur
3 grandeurs, une scalaire et 2 vectorielles, et les symétries correspondantes. Et la première grandeur sur laquelle on se focalise, et forcément, puisque c'est elle qui a initié le théorème de Noether, c'est l'énergie. L'énergie va être conservée si votre espace est invariant sous translation temporelle. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire qu'en fait, le moment, la date à laquelle vous faites votre expérience ne doit pas avoir une influence sur votre expérience, tout simplement, sur vos équations. Donc, si je résous l'équation, j'enregistre ici, nous sommes le 7 mai, si je fais mon équation, si je fais mon expérience le 7 mai ou le lendemain, le 8 mai, normalement, ça ne devrait pas influencer le résultat de mon expérience ou la solution de mon équation en ce qui concerne l'énergie. Et c'est ce qu'a montré Emmy Noether, tout simplement. Donc l'énergie est associée à une symétrie qui s'appelle la translation temporelle. Donc aller quelque part en avant dans le temps ou en arrière dans le temps. Le temps n'a pas d'influence normalement sur votre énergie. Et dans ce cas-là, alors la conservation de l'énergie, elle est acquise. Et c'est pour ça qu'Emmy Noether a expliqué la non-conservation de l'énergie dans la relativité générale. Pourquoi? Parce que là, le temps est déformé, l'espace-temps est déformé. Le temps n'est pas notre magnifique temps là qui s'écoule linéairement dans notre vie de tous les jours. En relativité générale, non, le temps est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est pour ça que l'énergie donc n'est pas conservée. Alors, au niveau de la mécanique quantique, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ça qui nous intéresse surtout. Et je vous rappelle, 1918 pour le théorème d'Emmy Noether. 1925 pour l'équation de Schrödinger. Donc, ce n'est qu'après qu'on a vu que le théorème de Noether, finalement, il était bien sympa parce qu'il s'appliquait aussi à la mécanique quantique. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur une fonction d'onde. L'énergie peut être quantifiée et peut être associée à un opérateur qui ne sera rien d'autre que la dérivée partielle par rapport au temps. Et le temps, translation temporelle, vous avez bien compris. Donc, tout ça est lié. Alors, il y a la constante IH bar là devant, mais il n'a pas beaucoup d'importance dans cette histoire-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais une translation temporelle? C'est-à-dire que si je passe d'un temps t à un temps t', qui sera défini comme le temps t d'origine, plus un certain nombre que je note c. Donc attention, ce c-là n'a plus rien à voir avec la vitesse de la lumière. Hein. C'est un nombre, tout simplement. Vous translatez le temps d'autant de secondes. Alors, si c'est positif, vous allez dans l'avenir. Si c'est négatif, vous allez dans le passé, tout simplement. Eh bien, qui connaît un petit peu la théorie des transformations de coordonnées se dit que cette transformation de variables là va évidemment avoir une influence sur les dérivées, puisque la dérivée par rapport au temps sera reliée à la dérivée par rapport au temps prime par ce qu'on appelle un jacobien et qui n'est rien d'autre que la dérivée de t' par rapport à t. Et si vous dérivez t' par rapport à t, vous avez tout simplement 1. Donc ce jacobien, il est égal à 1. Ce qui signale l'égalité des dérivées, que ce soit par rapport à t ou t'. Oui, mais alors, ça veut dire que E est égal à E'. Si votre temps a été translaté, votre énergie ne change pas. Et c'est pour ça que vous avez E est égal à E', conservation donc de l'énergie sous translation temporelle. Je vais aller à présent vers une deuxième quantité qu'on dit généralement conservée et qui n'est rien d'autre que l'impulsion P que vous connaissez déjà. Alors là aussi, petite animation, regardez ce qui se passe, voilà. Donc la queue du billard va toucher une première boule qui se met en mouvement, qui va toucher une deuxième boule qui elle-même se met en mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Voilà en fait mes deux boules. Situation initiale, j'ai deux boules, la première est en mouvement et j'ai mis ça à l'aide d'une flèche qui peut également symboliser la vitesse comme l'impulsion. Vous savez que l'impulsion n'est rien d'autre que la masse multipliée par la vitesse. Bon, ça c'est une chose. Position initiale, position finale.
Et vous pouvez remarquer, je peux encore vous remettre l'animation ici, bam, regardez, ce sont des boules identiques, ce qui veut dire que la masse ne joue pas un rôle important ici. Par contre, les vitesses sont exactement les mêmes, hein, d'une boule à l'autre. Ce qui veut dire que les vecteurs impulsion sont exactement les mêmes aussi. C'est la conservation de l'impulsion. Il y a des tas de choses qui sont basées là-dessus, hein, et notamment ce jeu de billard. Il se peut évidemment que vous frappiez une balle plus grosse, ce n'est pas le cas du billard ici. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer en fait que votre balle plus grosse va se mettre en mouvement vers la droite et puisqu'on a affronté un adversaire assez costaud, la petite balle, elle va retourner vers l'arrière, hein. Donc elle va aller vers la gauche. Mais regardez ici les vecteurs impulsion. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va se passer de nouveau que vous avez absolument la conservation de l'impulsion. C'est-à-dire que si vous prenez la petite flèche de la situation initiale, donc celle-ci, que vous prenez les deux flèches de la situation finale, puisque là les deux boules sont en mouvement, vous voyez que les flèches sont en sens opposé, donc il faut les soustraire. Et quand vous les soustrayez, vous obtenez exactement la flèche de la situation initiale, ce qui marque la conservation de l'impulsion. Donc il semblerait que l'impulsion soit conservée, en tout cas dans notre monde tel qu'on le connaît. Mais est-ce vrai? Ou bien est-ce qu'il y a encore des situations problématiques comme dans le cas de l'énergie? Eh bien regardez. Alors votre table de billard elle est bien gentille, mais imaginez que vous ayez un billard complètement déformé, comme à droite. Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que vous allez avoir les mêmes lois de la physique? Que les impulsions vont être conservées? Eh ben non. Et qu'est-ce qui s'est passé entre l'image de gauche et l'image de droite? Il s'est passé de nouveau une déformation de l'espace cette fois-ci, et pas du temps. Et si on ne veut pas de déformation d'espace, on doit demander qu'il y ait symétrie par rapport à quoi? Par rapport à une translation spatiale, tout simplement. C'est l'équivalent de ce qu'on a vu pour l'énergie et le temps. Hein. C'est tout à fait équivalent. Et c'est ce que nous montre le théorème de Noether. Donc l'impulsion, elle est conservée si et seulement si vous avez bien une symétrie par translation spatiale dans votre espace. C'est-à-dire que c'est vrai pour un espace plat. Est-ce que c'est vrai pour un espace aussi déformé que celui que je vous ai montré artificiellement? Rien n'est moins sûr, hein. Ici, c'est vectoriel parce que, en toute généralité, l'impulsion est un vecteur et vous avez des translations spatiales selon 3 directions possibles, hein, selon x, y ou z. Alors, je vais prendre simplement la direction x ici. On avait vu qu'en mécanique quantique, l'impulsion n'était rien d'autre qu'une dérivée partielle par rapport à une coordonnée d'espace, à 1 moins i h bar près. Et si je fais une translation, donc de nouveau, si je passe de x à x', qui est égal à x plus c, c étant un nombre. Si c'est évidemment un nombre positif, je vais vers la droite. Si c'est un nombre négatif, je recule. Hein, mais ça n'a aucune importance. C'est juste un nombre réel, le c. De nouveau, hein, j'ai forcément une implication au niveau des dérivés, avec l'apparition d'un jacobien, qui n'est rien d'autre que la dérivée de x' par rapport à x, et la dérivée de x' par rapport à x, c'est 1 de nouveau. Ce qui signifie que les dérivées, que ce soit par rapport à la variable x ou par rapport à la variable x', sont absolument égales. Donc, vous avez également l'égalité au niveau des impulsions. Ça traduit bien ce que Émile Noether a remarqué. Impulsion, conservation de l'impulsion, va de pair avec une translation spatiale dans votre symétrie d'espace. Alors, il me reste le dernier cas. Je vous avais annoncé une grandeur scalaire, l'énergie, une grandeur vectorielle, l'impulsion, et une deuxième grandeur vectorielle. Cette fois-ci, ce sera le moment angulaire orbital. Et je termine par lui parce que lui va jouer un grand rôle dans la capsule suivante. Les moments angulaires, ils vont, je ne vais pas dire qu'ils vont nous ennuyer, mais en tout cas, ils vont être omniprésents. Et eux, théorème de Noether, ils sont associés à un mouvement
qui est tout simplement une rotation. Hein, c'est ce que je vous avais montré avec ma boule à facettes là. Alors bon, d'abord comprendre ce qu'est un moment angulaire orbital, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Dans un mouvement de rotation, vous avez ici un point matériel qui est en train de faire un mouvement de rotation, hein, selon un cercle que vous voyez dessiné ici. Eh bien, vous avez trois vecteurs qui vont intervenir. Le vecteur position, en bleu, là, c'est le vecteur R, qui relie tout simplement le centre du cercle de rotation à votre point. Donc ça, c'est assez simple. Vous avez le vecteur impulsion. Donc le vecteur impulsion, c'est selon la vitesse, évidemment, puisque l'impulsion, c'est la masse fois la vitesse, donc c'est tangent au cercle. Et ces deux vecteurs étant ici coplanaires, vous allez avoir alors un vecteur qui sera perpendiculaire à ce plan, donc perpendiculaire au plan du disque ici, perpendiculaire ok, mais est-ce qu'il va aller vers le haut ou vers le bas? Comment pouvez-vous le savoir? Avec la règle des trois doigts de la main droite, qu'on a dû certainement vous donner ici, ne serait-ce qu'en électricité. Je vous rappelle, hein, tout simplement, vous mettez le pouce droit, évidemment, c'est toujours la main droite, hein, désolé pour les gauchers. Donc, vous mettez le pouce de la main droite sur le vecteur bleu, le premier vecteur. Vous mettez l'index de la main droite sur le vecteur rouge, le deuxième vecteur. Et puis, votre majeur, à moins que vous vouliez vous estropier, va vous indiquer le sens du vecteur vert, c'est-à-dire le sens du vecteur moment angulaire orbital, et vous voyez qu'il va vers le haut ici. Donc voilà ce qu'est le moment angulaire orbital. Et mathématiquement, il se définit comme un produit vectoriel. Donc attention, j'ai fait comme la plupart des physiciens, j'ai mis la notation, là, un petit V retourné pour marquer le produit vectoriel. Ceux qui sont fans de géométrie différentielle vont être moins fans de cette notation, mais bon, tant pis, prenons-la. Le moment angulaire orbital est donc un produit vectoriel entre un vecteur position R et un vecteur impulsion P. Et nous savons qu'en mécanique quantique, le vecteur impulsion fait face à un opérateur qui est moins IH bar fois le gradient ici, hein, le gradient étant le vecteur des trois dérivés par rapport aux coordonnées spatiales. Eh bien, voilà, donc ça c'est mon moment angulaire. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va-t-il être exprimé? Eh bien, il a trois composantes, hein, forcément, en tant que vecteur ici. Et vous allez, pour pouvoir mettre en évidence ces trois composantes, vous allez avoir le petit encadré ici qui va vous dire comment le faire. Donc, vous mettez les composantes du premier vecteur, c'est le vecteur position, donc ces composantes sont x, y et z. Vous mettez en dessous les composantes du deuxième vecteur, c'est le vecteur impulsion, dont les composantes sont px, py et pz. Et pour avoir la première composante du vecteur L, vous masquez la première colonne et il vous restera alors à faire le produit en croix. Alors vous avez un signe plus pour la flèche verte et un signe moins pour la flèche rouge, ce qui va vous donner YPZ moins ZPY. Pour avoir la deuxième composante, vous masquez la deuxième colonne, mais cette fois-ci, vous allez dans l'autre sens. Donc ce sera ZPX moins XPZ. Et puis enfin, pour la troisième composante du moment angulaire, vous masquez la dernière colonne et vous reprenez le sens flèche verte positive et flèche rouge négative pour avoir xpy moins ypx. Plutôt que de faire les trois composantes en même temps, je vais tout simplement me concentrer sur la dernière. Et la dernière, vous avez donc xpy, ce qui nous donne du point de vue de quantification, hein, la mécanique quantique, ce sont des opérateurs maintenant, les impulsions. Donc vous allez avoir moins IH bar, la dérivée partielle par rapport à Y, ça c'est PY, et vous allez avoir moins IH bar fois la dérivée partielle par rapport à X, ça c'est PX. Ce qui signifie que LZ, en tant qu'opérateur de la mécanique quantique, ne sera rien d'autre que moins IH bar fois X dérivée par rapport à Y, moins Y fois dérivée par rapport à X. Alors nous sommes en train donc, et Minuter nous dit, même si elle nous le dit bien avant qu'on ait ces considérations, nous dit, attention, ça va être invariant si vous avez des rotations, si votre symétrie d'espace
est lié à une symétrie rotationnelle. Et j'ai pris une symétrie, une rotation particulière. Vous voyez ici, j'ai pris un cercle de rayon égal à 4. Je passe d'un point B à un point B', que j'ai pris totalement au hasard ici sur le cercle. Mais en tout cas, il s'agit d'une rotation de centre O étant évidemment le centre du cercle, de sens trigonométrique. Bon, ça me paraît évident puisque je passe de B à B', et l'amplitude de cette rotation est 30 degrés. Comment vais-je traduire ça au niveau de mes coordonnées? Eh bien, comme ceci, et vous pouvez le vérifier. Vous pouvez le vérifier tout simplement en remplaçant θ par 30 degrés, donc avec une calculette. Le x ici, c'est 2,97, le y, c'est 2,67. Et si vous utilisez votre calculette, vous allez voir que le x' est bien égal à 1,24 et le y' est bien égal à 3,8. Donc en général, ce sont tout simplement les formules qui vous permettent de passer d'un point à un autre, image du premier par une rotation de sens trigonométrique et dont l'angle de rotation ne vaut rien d'autre que θ. Donc ça, ce sont les formules d'une rotation. Au niveau des dérivés, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Là, à nouveau, vous allez vous amuser avec des petits jacobiens et vous allez avoir que finalement, les mêmes formules sont absolument valables au niveau des dérivés. Bien, ça veut dire que l'image de ma troisième composante du moment angulaire orbital n'est rien d'autre que moins IH bar x' fois la dérivée par rapport à y', moins y' fois la dérivée par rapport à x'. Mais je connais x', je connais y' et je connais également leur dérivée par rapport à leur variable. Donc ici, je remplace tout simplement. Donc je reprends moins IH bar tel quel, x', je le remplace par cos θ x moins sinus θ y. Dérivé par rapport à y', je remplace ça par sinus θ dérivé par rapport à x, plus cosinus θ dérivé par rapport à y. Puis je fais moins y', que je remplace par sinus θ x plus cosinus θ y. Et enfin, multiplié par la dérivée par rapport à x', que je remplace donc par cos θ dérivé par rapport à x, moins sinus θ dérivé par rapport à y. Voilà, c'est long, c'est très long à dire aussi d'ailleurs, mais si vous faites le calcul, et il n'est absolument pas compliqué ici, il suffit juste de se rappeler que sinus carré plus cosinus carré est égal à 1, et vous allez obtenir que Lz est en fait invariant, c'est-à-dire que L'Z est égal à Lz. Alors, c'est vrai pour la troisième composante du moment angulaire, c'est vrai également pour les deux autres composantes. Vous pouvez peut-être le faire en exercice si vous le souhaitez. Et donc, Émile Noether, elle a raison, elle avait raison, même si son article ne traite absolument pas de mécanique quantique, mais moi, c'est mon dada, et c'est l'objectif de cette série de capsules. Eh bien, en fait, l'invariance du moment angulaire orbital va être liée à tout simplement des transformations qu'on appelle des rotations. Voilà. C'est comme ça, c'est Noether qui nous l'assure. Et d'ailleurs, rappelez-vous, alors ici, nous ne sommes pas face à un point matériel, mais vous pouvez faire, c'est une expérience assez amusante et vous pouvez la faire chez vous si vous le souhaitez. Alors peut-être pas dans la peau de la patineuse, mais si vous regardez le patinage artistique, vous voyez quoi? Que quand un patineur ou une patineuse veut tourner plus vite, il ramène ses bras tout près de lui ou tout près d'elle. Et c'est quelque chose qui est lié à la conservation du moment angulaire orbital, ça. Donc, vous pouvez faire l'expérience chez vous. Par exemple, si vous avez un tabouret qui permet de faire une rotation sur soi-même, un tabouret à roulette ou une chaise de bureau à roulette, je vous engage à faire l'expérience. Vous vous asseyez sur votre tabouret ou sur votre chaise et vous le mettez en mouvement tout en écartant les bras. Alors, c'est encore mieux si vous portez des poids au niveau des mains. Vous vous mettez en mouvement de rotation et puis, tout simplement, vous ramenez vos mains contre vous, tout près de votre tête, par exemple, pour ne pas gêner ici le mouvement. Et vous allez voir que vous allez tourner à une vitesse bien plus élevée. C'est lié à la conservation du moment angulaire orbital.
Pourquoi? Parce que, je reviens essentiellement à mon point matériel, hein, moment angulaire orbital, produit vectoriel de la position par, la vitesse. Donc si vous diminuez la position en ramenant vos bras près de vous, forcément vous devez augmenter la vitesse pour que le moment angulaire orbital soit conservé. Voilà, et c'est un mouvement bien sûr de rotation que vous êtes en train de faire. Donc que faut-il retenir de cette capsule de transition? Il faut retenir qu'Éminoter était un génie qui a mis en relation 2 mondes, celui de la physique et celui des maths. Celui de la physique à travers la conservation de certaines grandeurs physiques et celui des maths à travers la symétrie de l'espace dans lequel vous êtes en train de travailler. Et si vous avez un espace qui est symétrique par rapport aux translations temporelles, donc ce que vous faites maintenant sera encore valable si vous le faites demain ou si vous l'aviez fait hier, eh bien dans ce cas-là, l'énergie va être conservée. Et c'est ce qui se passe pour nous dans notre espace à nous. C'est pour ça que la centrale hydraulique fonctionne très bien. Il y a évidemment des espaces aussi asymétrie avec translation spatiale cette fois-ci. Ça dit bien ce que ça veut dire aussi. Ça veut dire que dans un mouvement de glissement, hein, puisque c'est ça la translation spatiale, c'est glisser selon une direction ou l'autre. Dans un mouvement de glissement, vous ne changez pas d'espace. Eh bien, dans ce cas-là, évidemment, alors votre impulsion, elle sera conservée. Et si dans un mouvement de rotation, vous ne voyez pas de différence non plus, eh bien dans ce cas-là, ce sera le moment angulaire orbital qui sera conservé. Bon, voilà, je pense qu'on en a assez vu ici pour cette capsule de transition. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui traitera donc du spin. Tout ça, ce que je suis en train de vous raconter, ces 2 capsules de transition vont être importantes pour la mécanique quantique relativiste, hein. C'est ce qui nous attend dans quelques semaines certainement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et encore merci beaucoup pour votre fidélité.